Le MEDEF, il a un rôle qu'on voit en ce moment sur la partie sociale, mais il a aussi un rôle d'aider les entreprises à évoluer, à gagner de nouveaux marchés, etc. Et là-dedans, la transformation numérique est bien sûr vitale. Et Pierre Gattaz en fait un axe majeur. Donc la commission que je préside, notre sujet, c'est d'aider les entreprises à accélérer, à comprendre, à mieux percevoir les enjeux. Et là-dedans, la blockchain, clairement, pour nous, est un enjeu majeur qui aujourd'hui est assez peu perçu. Enfin, plutôt les gens ont entendu le nom, on se dit, il y a peut-être quelque chose, mais où on va? Oh là là. Et donc, ce qu'on organise, le BIZ Hackathon, c'est mettre des gens de différents secteurs d'activité, ça c'est la puissance du MEDEF, mais des gens qui viennent de la santé, du transport, de la banque et d'autres, etc. Et de réfléchir ensemble en disant, tiens, avec un outil comme la blockchain, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme nouveau business model, ou quels sont ceux qui sont transformés, mais comment on peut en faire des traductions concrètes et pratiques pour voir que ce n'est pas juste un objet technologique, mais c'est vraiment quelque chose qui peut avoir et qui va avoir un intérêt grandissant pour les entreprises. Alors, votre conviction, Christian, c'est que tous les métiers, à un moment ou à un autre, peuvent être impliqués par cette blockchain. C'est-à-dire, on va dire que le web a permis la communication entre tout le monde maintenant, enfin tout le monde, beaucoup de gens sur la planète sont connectés, on échange tout ce qu'on veut, des informations, des données, des images, etc. Mais aujourd'hui, on n'est pas sûr de cette transaction. Je l'envoie, est-ce qu'elle est bien reçue? Est-ce que l'autre personne en face peut être sûre qu'il l'a validée, etc. Et cette transaction peut être juste quelque chose de futile ou quelque chose de monétaire ou quelque chose qui, un acte effectivement de propriété, enfin tout ce qu'on veut en tant que tel. Tout ce qu'on veut, même la certification d'une œuvre d'art, par exemple. Et donc la blockchain, c'est quelque chose qui, se basant sur le principe du web, permet de certifier les échanges. Je vous dois 100 €, la blockchain va permettre de valider que je vous les ai bien payés et que personne ne pourra le contester. Avant, j'étais obligé de passer par ce tiers de confiance qui pouvait être, dans ce cas-là, un établissement bancaire. La blockchain va dire non, monsieur Poyot a payé 100 € à monsieur Soumier et personne ne veut le contester, ni vous ni moi, entre guillemets. Donc les chances sont effectivement énormes. Parce que et M. Poyot et M. Soumier sont d'accord, ils l'ont mis dans ce grand registre qui est tenu en fait par des millions d'ordinateurs, Christian. C'est la foule qui en fait garantit que ce contrat a bien eu lieu, qu'il est accepté par les deux parties. Et c'est la foule qui fait que personne, en fait, ne pourra l'attaquer, ce contrat. Exactement, c'est la multiplicité des chaînes, enfin des blocs de chaînes qui fait que ça permet de fonctionner. Et alors, quand on va plus loin, ça peut poser des questions beaucoup plus larges en termes d'échange, du rôle de l'État, parce que l'État, finalement, est omniprésent, alors surtout en France, mais dans tout un tas de transactions. Avec la blockchain, on dilue cette notion d'État et on peut faire des échanges, bien sûr, entre pays, entre personnes de pays étrangers, etc. Donc, ça va aussi beaucoup plus loin. C'est pour ça, encore une fois, que le MEDEF a s'y intéresser parce qu'on a plein de buzzwords dans ce monde de la transformation digitale. Certains sont plus ou moins consistants. Nous sommes intimement persuadés que la blockchain est vraiment un sujet majeur dans lequel il faut s'impliquer. Et au passage, d'ailleurs, la France, une fois de plus, est plutôt bien positionnée parce qu'on a des chercheurs de renommée internationale, qu'on a beaucoup de startups sur le sujet, etc. Donc surtout, ne ratons pas le train. C'est pas quelque chose qui va révolutionner nos vies là demain matin, mais après-demain et après-demain, on est tout à fait convaincus. Une phrase que j'ai retrouvée en préparant l'ensemble de cette journée là très régulièrement, on est devant la blockchain aujourd'hui comme devant l'Internet il y a 30 ans. Oui. Vous validez ça? Oui, tout à fait. En tout cas, moi, j'en suis intimement persuadé. En tout cas, il faut absolument creuser. Oui, c'est une révolution majeure. Encore une fois, on a eu le papier, après on a eu la transmission du papier, et là, on valide la transmission entre gens. C'est encore une fois une manière de valider tous les échanges sur Internet qui ne font évidemment que grandir et exploser en ce moment. Je crois qu'on peut dire que la blockchain, c'est une base de données décentralisée, répartie, et qui comporte l'historique de toutes les transactions, de toutes les informations. C'est historisé et on a l'accès libre à toute cette information, tout l'historique. De toutes les transactions de la planète. Tous les contrats qui sont passés d'une manière ou d'une autre sur la planète et dont ceux qui ont réalisé ce contrat ont voulu les placer dans la blockchain. Voilà. Dans la blockchain en question, vous avez plusieurs blockchains. Alors, la plus connue, c'est celle qui sous-tend le Bitcoin, la fameuse monnaie numérique. Et donc, dans un Bitcoin, c'est comme si vous aviez une pièce de monnaie. Et vous retournez la pièce, et dans la pièce, vous avez l'historique de tous ceux qui ont touché la pièce, tous ceux qui ont eu cette pièce entre leurs mains. Et la blockchain, c'est ça, appliqué au Bitcoin, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est inviolable? C'est inviolable parce que, en fait, ce qu'il y a derrière la blockchain, c'est des mécanismes de chiffrement, des mécanismes de calcul mathématique qui sont éprouvés depuis des dizaines d'années. Il y a ce qu'on appelle le hash, l'empreinte numérique, etc., qui sont prouvés mathématiquement. C'est une question de puissance de calcul. La blockchain, c'est l'association des technologies mathématiques de chiffrement, l'architecture Internet et la force de la multitude. Finalement, la blockchain, ce n'est pas une nouvelle technologie comme ça qui sort du chapeau, c'est un agencement extrêmement habile qui a été fait en 2007-2008, des technologies déjà éprouvées, l'Internet, le chiffrement, etc. Et c'est ça la force, c'est cette intégration de technologies qui fait cette innovation. Est-ce que ça peut changer alors pratiquement ce sur quoi vous travaillez? On va rentrer dans le dur. Vous travaillez avec EDF, vous travaillez avec PSA par exemple. Oui.
Alors, un exemple. Racontez-nous ce qu'ils cherchent. Alors, PSA, alors d'abord, toutes ces entreprises, c'est pas n'importe qui, hein, c'est des très très grandes entreprises de classe mondiale, ont décidé, il y a à peu près 6 mois, 1 an, de commencer à mettre les mains dans le cambouis et d'y travailler. Bon, elles font des activités chez elles et elles ont décidé de faire une partie de ce travail avec nous parce qu'on leur permet de mutualiser les compétences, de travailler avec la recherche académique sur le plateau de Saclay. Alors, PSA, il commence à travailler des cas d'usage. Ce qui est important, c'est de partir, ce qui a été dit par Christian Boyau, des cas d'usage. C'est pour faire quoi? Et puis on essaye, on voit si ça marche et on essaye de résoudre les problèmes techniques. PSA, le premier cas d'usage, c'est un cas d'usage que j'ai trouvé très intéressant, c'est le carnet d'entretien du véhicule. Savez-vous, Stéphane, qu'il y a plus de 20% aujourd'hui de fraude sur le kilométrage des voitures d'occasion? Bon. Et on parle que du kilométrage, mais maintenant vous avez une voiture qui doit être, elle doit avoir des mises à jour logicielles régulièrement, il faut bien faire ses révisions, etc. Vous pouvez faire votre révision dans n'importe quel garage. Quand vous vendez votre voiture, comment l'acheteur va avoir confiance lorsque vous allez lui présenter le carnet d'entretien? Bon, on n'a pas forcément très confiance. Eh bien donc l'idée de PSA, c'est de dire, et si on mettait ces informations dans une blockchain qui permettrait justement à partager l'information entre tous les acteurs, les différents garages, la concession Peugeot, les autres, des acteurs qui, a priori, n'ont pas de raison de se connaître ni de se faire confiance, mais justement, la blockchain permet à des acteurs qui ne se font pas confiance de se faire confiance, justement. C'est ça toute la force de la blockchain. Donc, on mettrait ces informations dans une blockchain, et comme ça, on aurait la confiance suffisante pour dire, oui, cette voiture, elle a bien fait 35 000 km, elle a bien fait ses révisions. L'impact business, parce que c'est ça qui compte, ça veut dire que vous augmentez la valeur de revente du véhicule, et du coup, vous, en tant que PSA, vous pouvez vendre votre voiture neuve plus cher. Reprenons encore l'exemple du Bitcoin. Le Bitcoin a été créé par des gens, croit-on savoir, hein, parce qu'on ne sait jamais vraiment, qui voulaient finalement s'affranchir des banques centrales, des politiques monétaires. Voilà, on voulait une monnaie stable, s'affranchir des États. À partir du moment où ces contrats-là dont on parle d'un carnet d'entretien d'une voiture, mais on peut parler du cadastre, hein, par exemple. Complètement. Ces contrats sont validés par la foule. Est-ce qu'à un moment, elle ne va pas avoir une puissance supérieure à celle des États? Est-ce que la blockchain ne nous emmène pas vers cette... Alors bien évidemment, c'est une question qui fait d'ailleurs rêver certains. Il y a un côté un peu idéologique dans la blockchain, hein, comme vous l'avez dit. Moi, je pense que la blockchain va transformer effectivement nos opérations, un peu comme Internet l'a fait. On va découvrir ça au fur et à mesure. Je pense que les États vont avoir un rôle de régulation et les grandes institutions publiques. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vient de signer un partenariat stratégique avec la Caisse des dépôts pour les aider à définir les conditions d'industrialisation. On travaille aussi avec l'ADSI. Donc moi, je pense que le sujet, ça va être la gouvernance. Ça va être la gouvernance de la blockchain. Ça va leur échapper, forcément. Je suis pas sûr parce que je pense qu'il y aura des blockchains de différents types. Il y aura probablement des blockchains, en tout cas pour les premières années, privées, des blockchains publiques. Ouais. Aujourd'hui, le cloud, c'est un peu comme le cloud il y a une dizaine d'années. Il y a encore du cloud privé, du cloud public, du cloud hybride, et les acteurs maîtrisent. Voilà. Donc, je pense que... Mais vous avez raison, l'État doit s'y intéresser, et je crois qu'il le fait. Hein. Dès l'année dernière, il y a déjà une loi qui a permis certaines expérimentations dans certains domaines financiers pour la blockchain. Et moi, j'appelle de mes voeux que le nouveau gouvernement permette encore des expérimentations et laisse un petit peu le marché découvrir toutes ces applications, ces innovations. On est devant la blockchain aujourd'hui comme devant Internet il y a 30 ans. Sauf que vous venez de me parler du cloud. Déjà, ça, c'est quelque chose qu'il a fallu intégrer très très vite. C'est-à-dire, l'accélération est telle qu'on n'aura pas 30 ans pour se faire à la blockchain si elle a la même puissance qu'Internet. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que ça va aller beaucoup plus vite. C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est la loi de Moore qui est derrière. Hein. C'est la loi de Moore qui continue. Hein. Et il faut se rappeler que la loi de Moore, c'est une loi exponentielle. Alors, en tant qu'être humain, on a du mal à comprendre ce que c'est que la loi exponentielle. Hein, ce n'est pas une loi linéaire. Donc la loi exponentielle, c'est une courbe comme ça. Et donc la blockchain, ça va aller beaucoup plus vite. Il y a 30 ans, au début d'Internet, il y avait quand même plein d'obstacles qu'on voyait, qui étaient compliqués. On ne savait pas trop comment on allait les résoudre. Et avec la blockchain, il y a un aspect, c'est pour les initiés. Et il y a des problèmes techniques avec Bitcoin, le nombre de transactions qu'on peut faire, par exemple, à la minute, comparé à ce qu'on fait avec le système bancaire actuel. Donc on voit bien qu'il y a des obstacles, mais disons qu'avec Internet à l'époque, je ne sais pas si là-dessus les auditeurs se souviennent, mais rien que se brancher à Internet avec un modem, c'était quand même quelque chose de compliqué. Tout à fait. Aujourd'hui, on se connecte à Internet, on s'en rend même plus compte, tout est connecté, tous les objets deviennent connectés, donc on a vraiment passé un cap. Donc déjà, il y a cette similitude. Il n'y a pas que les problèmes techniques, il y a aussi des problèmes de crédibilité. Si on met en place un contrat ou que deux personnes se mettent d'accord pour un échange de valeurs, qu'est-ce qui fait que devant la loi, on est sûr que ça aura bien lieu et que ça aura une valeur vis-à-vis de la loi. Donc il y a aussi ce genre de questions. Certification, tout à l'heure, votre
intervenant citait l'exemple de PSA avec une voiture qui permet de tout tracer. Mais donc, du coup, se pose la question de l'équipement. Il faut que l'équipement soit quelque part certifié. Si les données qui sont enregistrées ne sont pas fiables et que ce qui permet d'accéder à la blockchain n'est pas quelque chose qui a été certifié, la confiance ne sera pas acquise. Donc, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser et étudier et voir comment acquérir la confiance. Et donc, ça vous fait dire quoi? Ça vous veut dire qu'il y aura toujours besoin d'un tiers de confiance pour valider ce qu'il y a dans la blockchain? C'est votre sentiment aujourd'hui à ce stade de votre recherche? Alors, un tiers de confiance, ou en tout cas une expertise. Voilà. Et par exemple, ce qu'apporte l'assureur, c'est cette expertise. On peut prendre l'exemple d'une inondation où on va dire, vous êtes inondé via un contrat blockchain, vous allez avoir peut-être tout de suite l'assistance et après, donc, le passage à l'expert qui va évaluer justement les dommages. La blockchain, on va dire, va peut-être fluidifier, mais elle ne va pas apporter l'intelligence pour justement estimer les dommages et voir comment gérer au mieux la situation. Donc, du coup, l'expert, on va dire, sur le terrain est toujours utile et apporte quelque chose. Et nous, ce qu'on essaye de voir, c'est quels sont les cas d'usage, mais après d'aller sur le terrain pour échanger avec nos agents et leur dire, bah voilà, on imagine ça comme cas d'usage, comme technologie. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que le client, il va comprendre le bénéfice? Donc, c'est quand même tout ce travail-là qu'on essaye de faire. Il ne peut pas le comprendre aujourd'hui, le bénéfice, Olivier. Il faut quand même vraiment plonger au cœur de cette blockchain pour commencer à en saisir, ne serait-ce que le mode de fonctionnement. Alors, ça, vous avez tout à fait raison, mais disons que c'est dès maintenant qu'il faut embarquer tout le monde. Si vous travaillez qu'en chambre, entre spécialistes, tout le monde sera d'accord. Hein. Vous allez trouver ça génial. Mais il faut quand même tout de suite confronter au terrain pour se rendre compte de quelles sont les expérimentations qu'on pourrait faire qui vont permettre de mieux appréhender la technologie. Donc concrètement, attendez, parce que Olivier, ce que vous faites, donc encore une fois, pour Generali, j'ai une idée, un cas métier, on va dire comme ça. Déjà, le métier d'assureur est suffisamment complexe, on ne va pas rentrer dans le détail. J'ai un cas métier sur lequel la blockchain pourrait avoir une influence. Je vais aller voir tel ou tel agent sur le terrain, tel ou tel agent Generali qui est au contact du client. Mais il faut commencer par lui expliquer la blockchain. Et ensuite seulement, vous lui demandez si ça peut avoir un impact et comment lui, il voit ça dans son quotidien finalement. Oui, on va dire grosso modo oui, mais disons que ce qu'il faut voir, c'est qu'on le fait pour une démarche sur le digital d'une façon générale. Ouais. Donc c'est toute l'entreprise qui essaye de se cultiver, même tous les assureurs qui essayent de se cultiver sur le digital et d'embarquer tout le monde pour justement être à même de mieux comprendre les impacts que ça a. Donc la blockchain, c'est un des sujets étudiés, mais il n'y a pas que celui-là. C'est comme devant Internet il y a 30 ans. Si effectivement c'est une révolution technologique, on n'aura pas 30 ans pour s'y préparer. Non. L'accélération est telle qu'il faut s'y préparer maintenant, non? Oui, non, mais très exactement. Après, si la blockchain, on va dire, c'est juste fluidifier les process, évidemment, c'est un gain, ça a simplifié la vie, ouais. Ça c'est très bien. Mais là où il y a une disruption, et c'est là où on va dire que le parallèle avec Internet, on peut le faire aussi, c'est qu'à l'époque, avec Internet, l'information, finalement, elle est devenue accessible tout de suite. Enfin, tout de suite et en direct. Plus besoin quelque part de télé, de radio. Ce n'est pas pour autant que ça a disparu. Mais aujourd'hui, on peut chercher l'information directement par Internet. Là, on va pouvoir échanger de la valeur avec la blockchain, justement, directement, sans forcément avoir un tiers de confiance. Et c'est ça qui change vraiment les choses. Sur Internet, c'est développé, par exemple, tout ce qui est développement open source. Donc, le collaboratif, qui permet d'avoir un programme comme les navigateurs, Firefox, je ne sais pas si vous le connaissez, mais voilà, qui permet, qui est fait de façon, on va dire, gratuite, collaborative. Mais faire un programme de qualité et qui est distribué partout dans le monde, gratuitement, ça demande une gouvernance. Et tout le sujet sur la blockchain, c'est comment est-ce qu'on va créer des gouvernances autour de cette économie collaborative.